Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va aborder un sujet épineux, que vous soyez consultant, que vous soyez solopreneur ou même encore entrepreneur. On a toujours l'impression que nos ventes sont corrélées à notre degré de notoriété sur les réseaux sociaux comme ailleurs. Aujourd'hui, pour débunker ce mythe, je reçois Jérémy Coleman. Il est formateur spécialisé dans l'accompagnement des coachs, des thérapeutes, que ce soit en marketing, en vente ou en entrepreneuriat. C'est la bonne personne à qui parler pour comprendre comment on peut monétiser au maximum une toute petite audience, oui, même moins de 5000 abonnés. Jérémy, bienvenue dans Marketing Square. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie qu'on parle aujourd'hui de ton fait d'arme le plus puissant, c'est-à-dire que toi, tu dis aujourd'hui, il faut absolument qu'on s'enlève de la tête qu'il faut une grosse audience pour vendre beaucoup et même vivre de son activité. Ouais, c'est ça. Et foncièrement, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que on peut dégager des revenus conséquents très vite avec une toute petite audience. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'on développe une entreprise pérenne sur la durée, mais ça veut dire qu'on peut mettre des choses en place très rapidement et ces choses vont permettre d'avoir des revenus et de pouvoir tabler sur l'avenir. Jérémy, la méthode que tu vas nous partager aujourd'hui, elle s'adresse à qui et elle permet d'obtenir quoi ? Elle va s'adresser avant tout à des experts, des coachs, des thérapeutes, des experts d'un sujet métier, des consultants, pourquoi pas des freelances également, ou même des agences qui sont au début en fait de leur activité et de leur carrière. Ces personnes qui se lancent ou qui sont déjà lancées, qui n'ont pas de très grosses audiences, qui ont une grosse expertise, comment elles font pour développer des offres en face des bonnes personnes pour réussir vraiment à bien vivre de leur activité d'expertise. Eh ben, c'est parti pour la méthode. Du coup, quelqu'un qui veut crash tester son offre. On est par exemple consultant dans le SEO. Est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que c'est une bonne situation, ça, Scribe? Si on est consultant SEO, la première chose, et ça c'est vrai pour tous les métiers qui nous écouteront, c'est de bien faire la différence entre un influenceur et un entrepreneur. L'influenceur, il a besoin d'attention, d'un maximum d'attention, d'un maximum d'audience, parce qu'il va packager et revendre cette attention et cette audience à des marques qui vont pouvoir diffuser auprès de lui. À côté de ça, un entrepreneur, il cherche pas à être le plus connu possible, il cherche à avoir des clients, pas des followers, il cherche pas des likes, il veut des personnes qui sont prêtes à acheter. Et bien souvent, c'est pas du tout les mêmes types de contenus qu'on va faire pour attirer une personne qui a un très haut niveau de douleur et qui est prête à acheter tout de suite, ou une personne qui va me suivre parce qu'elle me trouve juste intéressant sur mon domaine d'expertise. Derrière, on va se demander qui sont les 0,01% des gens que je pourrais aider avec mon métier, qui ont le coût de non-résolution le plus élevé. Je donne un exemple, tu as un problème qui te coûte 100 euros par mois, si je peux te le résoudre, tu vas certainement pas me donner plus de 20, 30, 50 euros. Mais par contre, si avec la même compétence, je peux résoudre un problème pour une personne à qui ça coûte 1 million par mois, je peux très facilement lui facturer ça à 100 000 euros et ça lui posera aucun problème, il aura l'impression de faire une bonne affaire. Donc avant tout, se demander, avec ma compétence de consultant SEO, qui a le coût de non-résolution le plus élevé, qui a le plus besoin de ce que je sais faire et à qui est-ce que ça coûte le plus cher de ne pas le résoudre. Alors le SEO, moi je m'y connais pas forcément assez, mais une personne qui tire tout son trafic et qui a été déclassée, ou une personne dont le concurrent principal tire tout son trafic du SEO alors que lui pas, ou alors encore une personne qui voudrait apprendre le SEO pour en faire son métier dans le but d'une reconversion. Cherchez vraiment la personne qui a le plus besoin de ce que je sais et qui surtout aurait très envie de l'apprendre avec une personne comme moi et avec personne d'autre que moi. J'ai une théorie personnelle, Jérémy, qui dit que ceux qui réussissent pas dans l'entrepreneuriat comme dans l'influence, c'est des gens qui ont du mal, en fait, à sélectionner une seule personne, une seule douleur. À l'intérieur de cette douleur, il y a plein de typologies d'acteurs différents. Par exemple, qui a la douleur de manquer le plus de visibilité sur LinkedIn? Tout le monde. Mais typiquement, un chef d'entreprise, lui, va avoir un manque à gagner énorme, ce que tu appelles le coût de non-résolution. Donc, typiquement, c'est lui un petit peu notre client idéal et c'est avec lui qu'on va avoir le ROI le plus instantané aussi. Mais le problème qu'on a quand on se lance, Jérémy, tu la connais bien cette problématique-là avec tes clients, c'est qu'en fait, on a envie de soigner tout le monde. Comment est-ce qu'on peut déterminer entre plusieurs cibles laquelle est la bonne et le cas échéant? Est-ce que toi, tu testes plusieurs audiences avec des ads, par exemple, pour pouvoir un peu mesurer la profondeur du marché? Il y a plusieurs choses. La première, c'est pas forcément le cas chez un consultant SEO, mais tu vas retrouver ça chez toutes les professions du care, donc les coachs, les thérapeutes et assimilés. C'est le syndrome du sauveur. C'est de quel droit, si je peux aider une personne, je ne devrais pas le faire.
Eh ben, tout simplement parce qu'on peut faire du bénévolat avec tout le monde, mais quand on développe son entreprise, on choisit une cible à qui on adresse avec cette entreprise. Donc, faut pas oublier que même si on est dans le CARE, on est une entreprise. Même si on est un freelance, on est une entreprise. Donc, on s'adresse à une personne type. Ça veut pas dire qu'on peut pas en aider d'autres, soit bénévolement, soit développer d'autres canaux plus tard. On pourra en reparler. Ensuite, pour trouver la personne la plus adaptée, moi, j'ai une méthode que j'appelle les entretiens exploratoires. Je vais prendre des gens qui sont dans ma cible théorique et je vais voir si je peux les prendre au téléphone ou en message à la rigueur 30-40 minutes pour leur poser plein de questions sur leurs problèmes, leurs douleurs, leurs objectifs, leur comportement d'achat aussi également. Et ces personnes-là vont me donner du temps. En échange, j'essaie de leur apporter déjà de la valeur avec ce que je sais. On essaie de trouver un échange librement consenti. Et en posant des questions sur comment les gens achètent, comment les gens se comportent, qu'est-ce que ça leur coûte, etc., j'arrive à avoir des hypothèses supplémentaires que je vais ensuite aller tester sur le terrain. Alors, si je suis au début de mon aventure entrepreneuriale, tester avec des ads, moi, je le recommande pas. Les ads, ça coûte cher, ça demande plein de compétences différentes. Si tu es une entreprise qui les maîtrise, il y a aucun problème. C'est le moyen le plus rapide pour tester quelque chose. Mais moi, j'ai tendance à dire à nos clients, les ads, la première fois que tu mets les mains dedans, part du principe que tu vas littéralement brûler 5 000 € juste pour comprendre comment ça marche. Tu peux te le permettre, très bien. Aucun problème, c'est rapide. Mais les ads, c'est de l'essence. Si t'as pas de départ de feu, ça sert à rien. Tu vas juste arroser par terre. Mais tu peux faire les mêmes tests, en fait, avec de l'organique, en fait, directement sur LinkedIn, Instagram ou n'importe où tu vas simplement tester grâce à des contenus qui adressent ta cible avec son problème le plus brûlant en essayant de donner des conseils et regarder comment ça réagit en face. Et j'ai toujours tendance à dire, un petit peu de réaction, c'est encourageant, c'est peut-être que tu manques un petit peu d'audience qualifiée. Beaucoup de réactions, t'as touché un truc super, tu vas peut-être atteindre le fameux product market fit qui veut juste dire en fait que t'as trouvé un produit que tout le monde veut acheter. Et s'il y a 0 réaction, ça veut juste dire que t'as tapé à côté, c'est pas grave, c'est une information. Tu recommences avec autre chose. Après, quand on vient de créer un compte sur les réseaux sociaux, quand on est un compte neuf, entre guillemets, même avec un bon sujet, c'est difficile de partir viral quand même. T'es pas obligé de partir viral déjà. En fait, si tu veux, vu qu'on s'adresse à une toute petite portion de l'audience et de la cible qui a le plus gros niveau de douleur, foncièrement, si on arrive à toucher 10, 20, 50 personnes qui sont pile poil là où on veut, c'est suffisant pour avoir des retours du marché et des informations. Ensuite, le niveau de viralité, il dépend aussi du réseau social. On sait qu'il y a des réseaux plus ou moins ouverts, qu'aujourd'hui, sur Facebook, pour toucher un peu de viralité, bonne chance. LinkedIn, c'est un peu plus ouvert. Instagram, ça dépend de Adam Mosseri s'il est de bonne ou mauvaise humeur. Ensuite, on peut aussi aller sur Amazon et regarder les sujets des livres sur mon sujet. Parce que probablement que s'il y a des angles qui ont été choisis, c'est qu'il y a des problèmes existants. On peut aller regarder sur des forums. On peut aller regarder sur les publicités de nos concurrents théoriques. On peut aller regarder un peu partout. Oui, ça c'est canon comme tips d'aller regarder en fait les bibliothèques ads de vos concurrents en fait depuis la régie publicitaire Facebook. Je vous mettrai le tuto dans la newsletter, mais honnêtement ça c'est un truc qu'on fait pas assez et qui permet de voir les créatifs qui durent chez vos concurrents. C'est les trucs qui marchent vraiment. Donc à vous de voir la stratégie à adopter. Moi j'ai toujours tendance à faire l'inverse de ce que font tous mes concurrents, mais vous pouvez aussi essayer de produire dans ce sens-là. Mais sachez en tout cas qu'ils ont craqué ce truc qui marche quand vous voyez une publicité qui est là et déclinée dans tous les sens depuis belle lurette. Donc ça, c'est la première partie. Tu nous dis, OK, même si on va pas viral, Caro, il y a une traction qui est capable d'être mesurée même sur un jeune compte. Tu sais, quand tu as un compte qui est neuf, comment est-ce que tu fais pour le réchauffer? Est-ce que tu as des routines d'engagement que tu as mis en place? Est-ce que tu fais de l'outreach avec d'autres réseaux? Comment est-ce qu'on peut créer un système, un premier maillage pour aller chercher les premiers abonnés, les premiers clients, les premiers prospects? La routine d'engagement, c'est très très bien. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, l'outreach, contacter des gens à froid de manière générale, je le fais pas parce que je m'adresse essentiellement quand même au métier du care et je dis toujours que si un coach ou un thérapeute il fait de la prospection, c'est comme un médecin qui viendrait toquer à toutes les portes du quartier pour savoir qui est-ce qui serait malade. Tu vois, c'est un peu bizarre. Un consultant, un freelance, un indépendant, c'est encore différent. Il peut se le permettre, surtout sur des réseaux B2B. Mais c'est pas ma stratégie préférée. Moi, ce que je vais préférer faire, c'est simplement que je vais aller chercher tous les comptes des top 5 de mathématiques et je vais aller commenter leurs publications. Je vais aller essayer d'apporter de la valeur, d'être intéressant, pas tirer la couette vers moi, par pitié, ça en fait plus le « Oh, c'est justement ce que je fais avec mes clients ». Oui, c'est bon, on a compris. C'est très énervant quand on nous le fait. Donc ne pas le faire aux autres, mais on peut aller commenter ces comptes et apporter de la valeur. Il y a des gens qui vont nous repérer. Ces gens-là, on va pouvoir aller commenter aussi leurs publications. Et en fait, en allant chercher les publications intéressantes de mathématiques, plus celles de mes concurrents, plus en faisant les miennes quotidiennement, très très vite, on va avoir un tout petit début de traction qui est suffisant pour amorcer quelque chose. Donc oui, en fait, c'est une routine d'engagement.
Ça marche sur LinkedIn, Instagram, Facebook essentiellement quand même, et c'est déjà pas mal pour débuter. Ok, est-ce que tu as un réseau préféré pour tel ou tel secteur d'activité? Est-ce que là, pour cette année 2025 qui va bientôt commencer, tu as des petites golden nuggets pour nos auditeurs? Sur quoi tu vas parier? Moi, je fais partie des boomers qui pensent que Facebook marche encore très bien et qui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires dessus. Mais avant tout, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des 40, 45, 50 ans et plus, Facebook, c'est encore extraordinaire. Et en plus de ça, il y a très peu de bons professionnels dessus. Et donc, en fait, la concurrence n'est pas si féroce que ça. Plus, Zuckerberg, il essaie quand même de continuer à concurrencer tous les autres. Donc, le reach, la portée organique sur Facebook, elle est encore assez sympathique, même si c'est un réseau un peu fermé. Instagram, c'est celui qui a le moins de plafond de verre quand on arrive à percer le secret de la viralité, mais c'est le plus dur à démarrer, je trouve. Quand on part de zéro, c'est super difficile si on n'a pas soit de la publicité, soit des gens pour nous mettre en avant, qu'on connaîtrait, etc. Donc, à moins que vraiment notre cible soit que là-dessus, c'est pas celui que je recommande en premier. Et sinon, il reste quand même le petit dernier que les entrepreneurs ont pris d'assaut, à savoir LinkedIn. Moi, je l'aime quand même beaucoup parce que on trouve une cible B2B qui a l'habitude d'acheter, qui a quand même un niveau de technicité assez intéressant. On trouve des gens de tous les âges, de toutes les professions. La viralité en organique, elle est encore pas trop mauvaise, je trouve. Elle est encore assez accessible, même à quelqu'un qui part de zéro. Donc, je dirais que moi, sur les prochaines années, là, je vais continuer à parier sur Facebook et LinkedIn, mais Instagram, c'est pas là où ça ira le plus vite. Et en termes de strates de contenu, du coup, c'est quoi ta religion? 1, 3, plusieurs canaux, pas de canaux, un seul à la fois. Comment est-ce que tu conseilles aux petites audiences qui nous écoutent de créer leur écosystème, leur maillage de contenu? Moi, je leur conseille de commencer avec un seul réseau social parce qu'on peut pas être bon partout à la fois. Et je sais qu'on regarde tous nos entrepreneurs et influenceurs préférés qui sont sur 12 réseaux. On se dit, mais si lui peut, moi aussi je peux. Oui, mais lui a une team de 25 personnes pour gérer son contenu. Alexandre Mozy, qu'on aime tous tant. La team contenu qui gère lui, sa femme et leur équipe de manière générale, c'est $300,000 par mois aux dernières nouvelles. Donc, faut juste remettre un peu de contexte. Donc, on commence par un seul réseau social qu'on a choisi. Où est sa cible? Moi, j'appelle ça le One Place Funnel, le funnel de conversion à un seul endroit. Une fois qu'on a choisi ce réseau, on va pas faire du contenu top of funnel, découverte, ultra viral, grand public, comme on recommande de faire un peu partout. On va plutôt privilégier des contenus qui sont polarisants. Alors, polarisant, attention. Polarisant ne veut pas dire parler d'immigration, parler de genre ou parler de politique, surtout quand c'est pas votre domaine d'expertise. Polarisant veut dire, je fais un métier et j'ai une certaine expertise dans ce métier depuis longtemps. Probablement que j'ai des idées contrariantes sur ce métier, sur ses pratiques et sur son écosystème. Et sur ce que devraient faire les personnes qui achètent dans cet écosystème. Et en faisant ça, on peut faire des contenus que moi j'appelle pilules rouges, où on prend une idée reçue autour de son sujet, quelque chose que toutes les entreprises devraient savoir sur le SEO et que tous mes concurrents vous disent de travers, par exemple. Et on fait un contenu comme ça qui est relativement facile à écrire pour quelqu'un qui aurait un peu d'expertise dans un sujet et qui a un potentiel de viralité auprès de l'audience qu'on veut, donc de l'audience prête à acheter, qui est très élevée. Et moi, je vais faire essentiellement des contenus comme ça, vraiment des contenus où si on prend le jargon professionnel LinkedIn, ce serait du contenu vraiment de vente, de conversion, le contenu qu'on fait à la fin. Et en fait, je ne vais faire que ça. Et en faisant que ça, je vais pas développer une très grosse audience. Par contre, le peu de personnes qui vont me suivre sont des personnes vraiment intéressées, qui sont potentiellement prêtes à acheter très rapidement. C'est quoi ton rythme et ta fréquence de publication sur tes canaux, Jérémy? Comment tu t'organises? En général, je publie 1 fois par jour. C'est ce que j'ai toujours préféré. Il y a des réseaux qui supportent plus, mais en général, on n'a pas le niveau de compétence au début, en tout cas, pour faire plusieurs publications par jour qui auraient de la valeur. Et surtout, j'ai discuté avec une agence Instagram là très récemment et je leur disais, toutes les agences avec qui je discute veulent me faire 3 contenus par semaine. Mes idoles aux États-Unis, ils en font 6 par jour. Pourquoi? Et cette personne, j'ai enfin eu une bonne réponse qui m'a dit, tout simplement parce que ton idole, il a des fans. Et donc, les fans ont envie de le voir 6 fois par jour. Si toi, tu fais la même chose, les inconnus, ils vont te regarder 1 fois sur 12 et tu vas envoyer un signal à l'algorithme disant, mon contenu n'est pas intéressant. Plus on est connu, plus on a de fans sur sa petite thématique, attention, c'est pas obligé d'être grand public, plus on peut faire de contenu, parce que plus ce sera regardé, et donc plus ça enverra un signal encourageant à l'algorithme. Quand on débute, il vaut mieux en faire un peu moins et un peu mieux.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, à ventiler, moi notamment, je suis beaucoup d'auteurs américains. Et en fait, quand ça poste trop sur certains réseaux, notamment LinkedIn, où on a des features comme la cloche, en fait, tu choisis d'être notifié. Quand le mec, il poste 6 fois par jour, ça dégoûte. Donc peut-être j'ai un mindset assez français là-dessus. Mais moi, même des personnes dont je suis très très fan, si je sens qu'il y a une logique de surpublication et un repurposing un peu trop automatique, c'est-à-dire que je vois du recyclage de contenu qui se voit à l'œil nu, moi, j'ai tendance à me désabonner. T'as raison de remettre le curseur sur c'est intéressant de poster énormément, mais quand tu postes énormément, c'est un énorme piège pour ta rétention. Si j'avais eu cette agence d'influence au téléphone, j'aurais un peu été circonspecte sur ce côté. En fait, quand t'as des fans, on peut te voir 6 fois par jour. On accompagne à l'agence personnelle des gros créateurs. Et en fait, il y a vraiment une zoom fatigue, même quand t'aimes la personne, quand tu la vois trop. C'est pour ça qu'il faut faire attention et jouer le jeu des canaux intelligemment. Il y a quand même, tu vois, des baisses d'audience dès qu'on commence à poster plus d'une fois par jour, automatique. Et je pense que quand t'es récent, ça se voit moins, Jérémy. Il y avait un créateur qui s'était lancé sur LinkedIn et il était tout neuf. Et du coup, il est arrivé très vite avec une stratégie hyper offensive. Et en fait, lui, comme c'était l'étoile montante, il pouvait se le permettre. Mais je trouve qu'à un certain stade de maturité, cette théorie, elle est à challenger parce que justement, les gens que t'as déjà vus pendant longtemps, ça te saoule de les voir 6 fois par jour. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on raconte est à mettre avec de la nuance. Un truc qui marche pour une personne ne marche pas forcément pour l'autre. Un truc qui a toujours marché peut ne plus marcher. Un truc qui marche pour 99% des gens peut saouler le 1% restant. Donc de toute façon, toutes les théories, il faut les confronter à la réalité. Même moi, tout ce que je dis là et que je teste sur le terrain depuis 15 ans, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont fait pile le contraire et pour qui ça marche très très bien. Déjà, faut différencier du contenu qui est repurpose, donc qui est repris d'un autre réseau, qui est juste redécoupé et repartagé identique. Si je suis Caroline Mignot toutes les semaines sur YouTube, j'ai pas envie de voir la vidéo YouTube découpée 9 fois par jour sur LinkedIn, Instagram, ça va me gonfler. Mais si c'est du contenu exclusif sur un sujet légèrement différent, qui est adapté au réseau, là, c'est plus facile d'en faire un peu plus. Donc, je pense que, au final, à part ça dépend, c'est difficile de dire quelque chose qui marche à chaque fois. Et justement, vu que c'est pas du one size fit all, Jérém, c'est quoi, toi, ta stack d'outils pour pouvoir t'aiguiller? Tu nous as dit tout à l'heure, moi, j'accompagne des équipes de 1. Comment est-ce qu'on peut faire à l'ère de l'IA pour pouvoir quand même développer une équipe, une stack d'outils bien appropriée qui peut nous décharger sur le choix des sujets, l'analyse de l'audience? Il y a quoi dans ta boîte à outils? Aujourd'hui, moi, à titre très personnel, j'aime bien encore faire les choses à la main. Pas parce que je suis un anti-intelligence artificielle, je m'en sers quotidiennement pour plein de choses. C'est juste que les outils changent tellement vite. Si je dépends d'un outil, si je dépends de quelque chose qui est censé m'augmenter en tant qu'individu et que ce truc change ou ce truc est supprimé, je peux me retrouver très démuni. Donc moi, je recommande toujours, apprends à le faire toi-même à la main. Ensuite, on pourra doper tout ça avec de l'intelligence artificielle et des outils. Une fois qu'on sait le faire soi-même, aujourd'hui, il y a quand même plein d'outils SaaS qui existent pour prendre une vidéo longue et en faire 20 vidéos courtes prédécoupées avec un score d'influence et de viralité. Je n'ai pas forcément besoin d'en citer parce que dans 6 mois, ce sera d'autres outils qui auront le vent en poupe. Avec simplement ChatGPT et un peu de prompt, on peut trouver des idées de sujets. Moi, un truc que j'aime bien faire, et ça marche avec ChatGPT que j'utilise actuellement, mais ça marche aussi avec toutes les IA génératives texte qu'on trouvera dans le futur, c'est de simplement lui donner un contenu, lui dire tu es copywriter depuis 20 ans, formé par tel copywriter très connu et tu es spécialisé dans telle thématique. Voici un email, propose-moi 10 sujets connexes en te basant sur l'idée de cet email. Et alors, un email, une vidéo, peu importe. Et là, l'IA est quand même pas trop mauvaise dans ces moments-là. Elle va te sortir toute une liste de sujets. Tu vas te dire, OK, à la manière de, écris le numéro 3. Ce sera jamais parfait. Mais si c'est bien prompté, tu peux avoir du 80% satisfaisant. Et en fait, derrière, tu vas retravailler un petit peu l'accroche à la main, tu vas retravailler un peu les phrases pour que ça sonne un peu moins robotique. Et tu peux, au lieu de passer 2h30 à faire ton contenu, l'avoir fait en moins de 30 minutes. Et ça permet de durer, ça permet de confronter plus vite des choses au marché. Et donc, ça permet de tenir plus longtemps et donc d'avoir plus de résultats. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que cette étape, en fait, de 0 à 1, de noircir cette fameuse feuille blanche, en général, c'est ce qui nous prend le plus de temps, version finalisée. On a tous beaucoup de facilité à réviser une version 1 plutôt que de créer à partir de rien. Donc, c'est très vrai ce que tu dis. Moi, je l'utilise aussi énormément comme ça, ChatGPT. Et c'est vrai que, honnêtement, pour trouver des sujets corollaires, même un bon vieux Google, ça fait encore l'affaire puisque dès que tu mets une requête, il va pouvoir t'en sortir d'autres. SEMrush aussi, qui est quand même très, très bon. vidIQ, moi, j'utilise pour YouTube. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller suivre ta chaîne qui porte ton nom et ton podcast qui s'appelle Money. Pour le coup, ça te permet quand même, vidIQ, d'aller regarder tous les
les mots-clés corollaires à ta vidéo et il te propose chaque jour des nouvelles idées. Donc moi, cet outil m'a pas mal bluffé. Aujourd'hui, il nourrit pas mal ma création de contenu. On est là aussi pour parler de vente. Donc maintenant que tu nous as un peu détaillé justement ta stratégie de contenu, comment est-ce que tu ventiles, comment tu choisis tes canaux, comment est-ce que on peut maîtriser l'art de l'appel à l'action, la partie que les Français détestent, c'est-à-dire l'impression parfois de faire la quête. Ah voilà, tout le monde va voir mon vrai visage. En fait, je suis là pour vendre. En France, on a beaucoup de mal à s'avouer qu'on fait du contenu parce qu'on a besoin de gagner notre beurre. Comment est-ce que toi, tu démystifies ça chez tes clients et c'est quoi tes meilleures pratiques? La première chose, c'est que je ne vends quasiment jamais dans un contenu. Dans un contenu, j'appelle à la conversation. Et ça dédramatise la chose pour beaucoup de gens. Les contenus sont là pour générer de l'engagement et des conversations potentielles avec des personnes très intéressées. Ces personnes très intéressées, je peux discuter avec elles en message privé. Aujourd'hui, on appelle ça du setting. Ça reste quand même juste aller discuter avec des gens intéressés de ton audience en message privé. Et quand on va discuter avec elles, là encore, on n'essaie pas de leur vendre quoi que ce soit. On va discuter pour voir pourquoi elles nous suivent, qu'est-ce qu'elles trouvent intéressant, est-ce qu'elles ont une problématique, est-ce qu'elles cherchent à la résoudre. On papote. Mais on papote dans un cadre et dans un registre professionnel, mais on papote. Si ça va assez loin et que c'est assez intéressant dans les deux sens, on va proposer à cette personne de continuer cette conversation au téléphone. On va prendre un rendez-vous téléphonique, on va faire ce qu'on appelle un appel découverte ou un diagnostic. Et cette personne au téléphone, pendant 30 à 45 minutes, on va essayer de mieux la comprendre, mieux la connaître, mieux comprendre ce qu'elle a déjà essayé, mieux comprendre ses problématiques, qu'est-ce qui l'a fait passer à l'action, qu'est-ce qu'elle désire vraiment, etc. Et là, une fois de plus, on vend rien. Seulement à la fin de ce premier appel, si la personne en a manifesté l'intérêt et la demande, et on peut lui demander aussi nous, est-ce que ça t'intéresse que je t'en dise plus sur ce que je pourrais faire par rapport à la problématique que tu m'as exposée aujourd'hui parce que je pense que, oui, très bien, ce que je te propose, c'est qu'on cale un deuxième appel dans 24, 48 heures, 72 heures pour que je te présente mes services et qu'on voit si ça colle toujours à ce que tu m'as dit aujourd'hui, si c'est toujours ce qui t'intéresse. Et en fait, en rajoutant des étapes comme ça, on peut créer de l'engagement qui n'est pas difficile pour toi si on n'est pas à l'aise en vente, en fait. Et avec plein de gens en face de nous très intéressés et qui vont être ravis de venir nous parler. Donc, si tu veux, on a toute une logique contenu polarisant et intéressant sur mon sujet, qui amène vers des conversations par message, qui amène vers un premier appel de découverte et qui seulement peut-être ensuite amènera vers un pitch. Et donc, en fait, on filtre à chaque étape, ce qui fait que on ne va présenter ses services et son offre qu'à des personnes extrêmement intéressées, avec très peu de chances d'avoir un refus, et donc on va devenir de plus en plus à l'aise. Ouais, c'est canon, j'adore et j'aime beaucoup cette approche justement où tu mets pas le pied dans la porte et l'idée pour dédramatiser la vente et surtout chez les solopreneurs, c'est vraiment de dire vous êtes en train d'apporter une solution. Donc vous dites en fait, est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? Transformer la personne en face en acteur du changement, c'est tellement un truc qui va vous aider à vendre de vous dire en fait, demandez aux gens, est-ce que tu aimerais qu'on travaille ensemble sur ce sujet? Est-ce que tu voudrais que je te fasse une proposition? Au lieu de vous dire, bah oui, je peux t'envoyer un devis. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis, parce qu'en fait, on voit très bien que le B2B devient un petit peu comme le B2C, c'est-à-dire que on va vendre dans des conversations. Tu nous dis, je crée un appel à la conversation, et derrière, je close en messagerie privée ou au téléphone. Autrement dit, on va moins sur de la masse, mais sur de l'ultra-personnalisation. Quand on est une équipe de 1, Jérém, est-ce que tu penses qu'on peut aussi déléguer cette partie-là? Comment est-ce que tu conseilles aux gens de s'organiser? Parce que souvent, la douleur des gens et ceux qui vont écouter l'épisode vont se dire waouh, il y a quand même pas mal de boulot. Qu'est-ce que tu délègues, toi? Aujourd'hui, moi, à mon niveau, quasiment tout est délégué, sauf une partie de mon contenu, parce que j'aime ça. Je pourrais aussi le déléguer, mais c'est juste qu'en fait, ça me plaît de le faire, donc je l'ai pas délégué. Déjà, avant tout, on ne délègue pas une chose qu'on ne maîtrise pas, parce que sinon, ça peut pas bien se passer la plupart du temps. Ensuite, pour le déléguer, il faut un certain volume. Imaginons que je veuille déléguer mes conversations par message qui débouchent sur des appels. En fait, la personne, elle va être payée en fonction du nombre de conversations qu'elle arrive à transformer en appel. C'est un paiement à la perf? Ouais, qu'on appelle donc du setting ou de la vente au téléphone, c'est quasiment toujours à la perf. Ouais, c'est des métiers super difficiles. Ok, je sais pas si je pourrais, si je serais à l'aise avec ça. Si t'as une offre éclatée, la personne elle trinque. Justement, c'est pour ça que on ne recrute ces services-là que quand on a une offre prouvée, un certain volume à lui donner et que on l'a déjà fait nous-mêmes et donc on sait que ça marche. C'est juste que là, le volume, en fait, je peux plus l'absorber moi-même. Moi, je regardais hier sur Instagram, j'ai 180 conversations qui doivent être traitées. Tu te doutes bien que ça peut pas être moi. Sauf que j'ai une offre prouvée, j'ai du volume, et sur ces 180 conversations, chacune qui vont être transformées en appel, et il y en aura beaucoup, la personne qui gère ça, en fait, va toucher une commission.
mais elle a assez de volume pour pouvoir en vivre correctement. Quand tu veux recruter un setter, une personne qui fait les conversations, ou un sales, que dans mon industrie on appelle closer, mais bon, ça reste un commercial, il faut toujours partir de ce que la personne, elle devrait gagner. Donc en fait, tu vas te dire, cette personne, je veux qu'elle gagne 10 000, 5 000, 2 000, peu importe. Ok, pour chaque conversion, elle est payée combien? Ok, quel est le pourcentage de conversion type sur ce genre de sujet? Ok, si je veux la recruter dans de bonnes conditions, qu'elle puisse bouffer à la fin du mois, combien il faut qu'il y ait de volume? Et en réfléchissant comme ça, tu arrives à des partenariats qui sont sains pour l'entrepreneur qui délègue et pour la personne qui est payée à la performance. Sur les stratégies de pricing, pendant des années, en école marketing, on s'est arraché les cheveux. Et maintenant, vous mettez les bonnes données dans le ChatGPT et vous lui demandez de faire le calcul que Jérémy vient de vous décrire. Vous allez voir à quel point c'est quand même assez magique. Je te le dis parce que nous aussi, quand on évalue des équipes commerciales, tout ça, maintenant, c'est tous ces calculs un peu arrache-tête. Et on les passe dans le ChatGPT. Et même sur les définitions d'offres qu'on vend à nos clients, souvent, pour optimiser les marges, tout ça, on passe ces calculs au peigne fin sur ChatGPT et ça marche très très bien. Donc tu nous as parlé des setters et des closers. Du coup, Jérémy, pour pouvoir vendre avec une petite audience, est-ce qu'on peut quand même avoir un ordre d'idée selon toi? Il faut investir combien au départ? Si oui, dans quoi? Et également, combien d'heures il faudrait y allouer par jour? J'aime pas dire par semaine parce que honnêtement, si c'est des heures par semaine, pour moi, c'est des fausses théories. Il faut quand même s'y pencher au minimum 1 heure par jour. Je sais pas ce que t'en penses. C'est tout à fait ce que j'allais te dire. Alors déjà, il n'y a pas forcément besoin d'investir, à moins qu'on veuille investir pour se former. Au tout début, il n'y a pas besoin d'outils. Si tu as un téléphone à peu près fonctionnel avec Internet dessus et un ordinateur qui fonctionne à peu près correctement et du Wi-Fi, c'est suffisant. Pas besoin de grands micros, de caméras compliquées, de choses comme ça. C'est pas nécessaire. Ensuite, en utilisant des choses simples et une stratégie éprouvée, 1 à 2 heures par jour, c'est bien pour démarrer. Si tu arrives à en faire 3, c'est bien aussi. Au-delà, je suis pas sûr que l'incrément supplémentaire soit tellement intéressant. Donc 2 à 3 heures par jour maximum. Et ensuite, ça dépend d'où tu pars initialement et ça dépend de ton sujet, ça dépend à quelle vitesse tu apprends. Tu as des personnes qui auront des premiers clients au bout d'1 mois. J'en ai déjà vu plein. Tu as des personnes à qui il faudra plutôt 3 mois. Les plus lents vont aller jusqu'à 6 mois, mais la moyenne est quand même plutôt autour de 3 mois pour quelqu'un qui part de zéro et qui bosserait 2 à 3 heures par jour. Et sur la partie optimisation de profil, Jérémy, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Souvent, les gens viennent nous voir et disent « Ah, mais j'arrive pas à vendre, c'est à cause de mon contenu. » Et en fait, c'est pas le contenu qui pêche, c'est surtout que les gens arrivent par le contenu et trouvent un profil où, au final, l'offre, elle est pas méga claire. Comment est-ce que tu donnes des petits conseils en termes d'image pour les consultants, les thérapeutes, les coachs que tu accompagnes? C'est quoi la trousse de survie du branding? C'est avant tout de faire des choses simples que les gens y comprennent. C'est très symptomatique chez les coachs, chez les thérapeutes, un peu moins quand même chez les freelances experts et consultants sur LinkedIn, je trouve. Mais bon, on l'a quand même vu beaucoup. Si tu dis « je vends pour les âmes fatiguées une expression de l'arbre racine pour se reposer en temps de paix », non, tu vends des chaises. Vends chaise, point. Si tu veux donner un petit chat, tu vas te dire « donne petit chat ». Tu ne diras pas « donne petit truc poilu qui n'est pas un chien et qui n'est pas tout à fait une chèvre ». Donne chat. Regarde ce que tu vends, regarde pour qui tu le vends. Tu dis « je résous problème pour personne, grâce à mécanisme à la rigueur ». Ensuite, éventuellement tes expériences passées, de comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que t'as appris, comment tu l'as fait, 3 lignes sur toi, sur qui t'es, pour que tu sois pas un inconnu total, une photo pas trop vilaine et qui fasse un peu professionnelle sans faire trop guindé non plus, on est plus sur LinkedIn d'il y a 10 ans, une bannière qui reprend éventuellement ton identité si t'en as une, sinon pareil, fais un truc très très simple, Canva ou autre logiciel assimilé, fais ça très très bien, mais vraiment je pense qu'avant tout, c'est la simplicité de l'accroche et de la promesse, de dire précisément ce que tu fais pour qui tu le fais, pour que les gens puissent s'identifier. Carrément. Et aussi, je dirais, mettez en avant vos résultats. Et du coup, le petit chiffre magique avec, tu nous as dit, grâce à mécanisme, ça pourrait être aussi en 30 jours, jusqu'à 3 000 € par mois. En tout cas, segmenter et pensez toujours que le cerveau, quand il voit un chiffre, il s'affole en termes d'autorité. Il se dit, ah, mais ça y est, ça a l'air vrai. Les politiques en usent et en abusent. Pourquoi pas nous? Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre des données chiffrées, même si vous trouvez ça approximatif. Ça peut être environ, ça peut être à partir de, ça peut être jusqu'à, mais en tout cas, c'est important pour le cerveau d'avoir une métrique de succès et qu'on comprenne un peu la transformation qui s'opère, pas seulement ce que vous faites, mais un peu votre avant-après. Ça peut vraiment amener de la densité au propos.
Jérémy, est-ce que tu as un petit conseil de fin pour tous les solopreneurs qui se disent « Ah ben, ça y est, il m'a donné envie de me lancer, je vais créer une stratégie de contenu adaptée grâce à mon mindset de guerrier, avec une offre que je vais avoir bien recétée, que je vais avoir bien affinée et qui ne cesse d'évoluer parce qu'en fait, ça doit tout le temps changer, vous devez tout le temps vous adapter au marché. » Est-ce que tu as un vrai meilleur conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant? Je pense que c'est d'essayer de faire des choses extrêmement simples et de pas se prendre la tête avec la forme. Je sais que en France, on a tous le syndrome du bon élève à cause de l'école, qu'on veut être perfectionniste, qu'on veut que ce soit parfait, etc. Dans les métiers créatifs, c'est encore pire. Mais vraiment, j'ai déjà mis des budgets de 1000 à 2000 euros pour produire des pièces de contenu avec mon équipe qui ont fait des vues satisfaisantes, mais sans plus ce qu'elles devaient être pour le budget qu'on y avait mis. Alors que des contenus, des fois, vraiment pas beaux du tout, des choses très vilaines tournent à l'iPhone, que l'iPhone qui bouge, la caméra, il y avait de la buée dessus, on entend un bruit de voiture dans le fond, etc. Mais j'ai eu le bon propos au bon moment, sur le bon sujet, qui résonne avec ma cible, et le truc explose. Et aujourd'hui, on le voit, la forme n'est plus du tout le plus important, le fond l'est beaucoup plus. Donc lâchez-vous la grappe et faites des trucs faciles. Et des choses vraies aussi. C'est ça que je lis en filigrane dans ce que tu dis et qui marche très bien aujourd'hui, notamment en publicité. Ces fameux avant-après, l'essor de l'UGC. On en parle dans le podcast, je vous mettrai le lien dans les ressources. C'est pour ça que ça marche, c'est parce que c'est vrai et en fait quelque chose de pas très léché. Et donne une impression un peu girl next door. Finalement, on se dit, ça pourrait être moi. Merci Jérémy d'être venu nous partager toutes tes meilleures pratiques pour tous ceux qui veulent se former, se faire accompagner sur tout ce qui est développement commercial, lancement de projet, accompagnement justement à la croissance avec des offres marketing adaptées. On peut venir te voir sur LinkedIn, sur YouTube, écouter ton podcast aussi sur toutes les plateformes Money. Globalement, on peut venir me voir partout, sauf sur Twitter et TikTok où je ne suis pas parce que c'est pas mon ambiance. Mais sinon, je suis présent sur n'importe quel réseau social. Ils tapent Jérémy Coleman et ils me trouveront facilement et c'est moi derrière en plus. Merci Jérémy, merci à tous pour votre écoute. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.